Voilà donc qu'en 1314, 5 princes allemands avaient élu à Francfort Louis de Bavière comme suprême gouverneur de l'Empire. Mais le jour même, sur l'autre rive du Main, le comte palatin du Rhin et l'archevêque de Cologne avaient élu à la même dignité Frédéric d'Autriche. 2 empereurs pour un seul trône et un seul pape pour deux, situation qui devait en vérité cause de grand désordre. 2 années plus tard était élu en Avignon le nouveau pape, Jacques de Cahors, âgé de 72 ans sous le nom précisément de Jean XXII. Par ailleurs s'était inséré dans cette trame sans pareille Robert de Naples, qui pour garder le contrôle de la péninsule italienne avait convaincu le pape de ne reconnaître aucun des 2 empereurs allemands, restant ainsi capitaine général de l'état de l'Église. En 1322, Louis de Bavière l'emportait sur son rival Frédéric. Sa crainte d'un seul empereur étant encore plus grande qu'elle ne l'avait été de deux, Jean excommunia le vainqueur, et celui-ci en retour dénonça le pape comme hérétique. C'est donc dans ce contexte froid, difficile, que nous retrouvons en 1327 Guillaume de Baskerville, envoyé à l'abbaye dont il est mieux de taire le nom. Lui et son apprenti Asdo s'y rendent afin de préparer une rencontre diplomatique entre une délégation franciscaine ainsi qu'une délégation d'Avignon pour débattre sur la pauvreté du Christ et de jauger de la nature hérétique de ce dogme. A noter la référence au chien de Baskerville de Sherlock Holmes. Guillaume est un ex-inquisiteur doué d'un sens critique et logique presque hors du commun. Les 2 hommes sont accueillis par l'abbé Abon qui les alerte sur un meurtre récent survenu à l'abbaye. Un crime vil à ce point, survenu dans un lieu pareil, qui plus est à quelques jours d'une rencontre très importante, Guillaume de Baskerville est contraint de tirer au clair cette situation. Le moine Adelme d'Otrante est retrouvé mort fracassé au pied des murailles. Pour mieux nous y retrouver, nous allons user de ce plan de l'abbaye. Alors Adelme est retrouvé mort ici, au pied de ce que l'on va appeler l'édifice, le bâtiment principal de l'abbaye qui se constitue en 3 parties. Tout en bas les cuisines, au-dessus le scriptorium où les moines enluminent et copient les livres, et tout en haut, la bibliothèque. Cette dernière est reconnue dans l'entièreté du monde chrétien pour sa profondeur. L'abbé présente la chose de la façon suivante. Adelme a chuté depuis le scriptorium, car les cuisines ne donnent pas la possibilité de chuter à cet endroit, et l'accès à la bibliothèque est strictement prohibé aux moines, à l'exception du bibliothécaire Malachie et de l'abbé lui-même. L'abbé sourit. Nul ne doit, nul ne peut, personne même en le voulant n'y réussirait. La bibliothèque se défend toute seule, insondable comme la vérité qu'elle héberge, trompeuse comme le mensonge qu'elle enserre. Labyrinthe spirituel, c'est aussi un labyrinthe terrestre. Vous pourriez entrer et vous ne pourriez plus sortir. Et cela dit, je voudrais que vous vous conformiez aux règles de l'abbaye. Et donc nous avons déjà une construction de cet édifice comme une pyramide qui filtrerait le savoir. Tout en bas les cuisines, au milieu le scriptorium et au-dessus la bibliothèque, nous avons en montant de plus en plus de savoir, mais pour autant l'accès y est de plus en plus prescrit. Mais au-delà de ça, la fenêtre par laquelle Adelme aurait pu chuter ne s'ouvre pas. Donc déjà l'hypothèse de l'abbé ne tient plus, et il paraît en savoir beaucoup plus que ce qu'il dit, et cette sensation, Guillaume la ressent avec tous les moines de l'abbaye. L'abbé souhaite garder secret certains éléments, jouant sur le secret de la confession pour ne pas répéter à Guillaume. En premier, les 2 hommes retrouvent Hubertin de Cazales, membre respecté de l'ordre franciscain auquel ils appartiennent eux-mêmes, mais tombent sur un moine étrange qui parle un mélange de plusieurs langues sans en parler clairement une seule. Ce terme attire l'attention de Guillaume, mais nous y reviendrons plus tard. Après avoir retrouvé Hubertin, ce dernier les met en garde, appuyant sur leur vigilance. Ceux que tu ne peux pas aimer, crains-les. Garde-toi de l'abbaye, cet endroit ne me plaît guère. Frère Venantius, grand traducteur du grec, est lui plus ouvert à échanger avec Guillaume, tout en gardant précieusement ce qu'il sait déjà. Malachie, le bibliothécaire donc, lui, refuse la discussion autrement que pour clarifier les interdits énoncés par l'abbé plus tôt. Au contraire de son assistant Béranger, qui lui aussi a l'accès à la bibliothèque interdite par ailleurs. Guillaume ressent chez lui une gêne, Béranger est nerveux. Lui pour sûr en sait davantage. Le face-à-face de Guillaume et Béranger est interrompu par la colère de Jorge de Burgos, ayant entendu le rire de certains moines. Jorge est le 2e plus vieux moine de l'abbaye, vieillard aveugle, il partage sa thèse sur le rire diabolique destructeur de la peur de Dieu.
Et donc cette notion de rire diabolique, Milan Kundera nous la partage également dans son livre ou dans son essai, je ne sais pas, Le livre du rire et de l'oubli. Dedans, il cite « Quand l'ange a entendu pour la première fois le rire du malin, il en a été frappé de stupeur. Ça se passait pendant un festin, la salle était pleine de monde et les gens ont été gagnés l'un après l'autre par le rire du diable, qui est horriblement contagieux. L'ange comprenait clairement que ce rire était dirigé contre Dieu et contre la dignité de son œuvre. Mais alors que Guillaume commence à démêler les silences et les tensions qui entouraient la mort d'Adelme, un nouveau événement vient confirmer ses doutes. Un second moine est retrouvé mort. Il s'agit cette fois de Vénantius, l'érudite avec qui Guillaume avait échangé peu de temps auparavant. Mais cette fois, la découverte est encore plus troublante. Son corps est retrouvé plongé dans une cuve contenant le sang des porcs. Dès cet instant, le suicide du frère Adelme ne peut plus être considéré comme un cas isolé. 2 moines reconnus comme intellectuels meurent en 24 heures. Guillaume enquête à la table de Vénantius et demande à Malachie qu'aucun moine ne s'en approche. La nuit venue, Guillaume et Atso entrent dans le scriptorium pour regarder un livre présent sur la table. Il y apparaît des inscriptions énigmatiques écrites en tout petit. Suite à une scène mémorable que je vous invite à découvrir par vous-même en lisant le roman, le livre de Vénantius leur est dérobé, ainsi que les vers très précieux de Guillaume qui lui permettaient de lire les petites écritures. Je suis le voleur, je suis méchant. Au matin, frère Béranger est absent. Les soupçons de Guillaume se portent donc sur lui. Lors de l'autopsie de Vénantius, Guillaume et frère Séverin découvrent des traces noires sur le bout de l'index et sur la langue de Vénantius. Les 2 hommes pensent à un empoisonnement, mais Guillaume a en tête le livre dérobé de la veille. Il a 2 éléments, livre et empoisonnement. À présent, il doit trouver comment les corréler. En parallèle de ces sordides événements, Azzo entend à maintes reprises le nom de Fra Dolcino, prononcé avec terreur dans la bouche d'Hubertin et Salvatore, le moine au dialecte étrange, alors que Guillaume en parle de façon évasive. L'ombre de son nom pèse sur l'abbaye, mais plus en général sur son époque. Dolcino était un franciscain qu'on pourrait qualifier de radical. Comme les franciscains, il croyait à la pauvreté du Christ en reprochant les excès de l'Église, mais Dolcino a mené de nombreuses actions extrêmement violentes à l'encontre des édifices et des représentants de celles-ci. En grand prédicateur, il avait de nombreux hommes et de nombreuses femmes prêtes à se battre pour lui afin de faire triompher le dogme dolcinien. Il est capturé et exécuté pour hérésie près de 20 ans avant les événements du livre, mais son nom ne cesse de résonner dans les oreilles de cette époque. Et la rencontre qui aura lieu dans quelques jours au sein de l'abbaye entre les franciscains et les représentants du pape nous prouve que cette interrogation philosophique est toujours d'actualité dans les communautés religieuses de l'époque. La nuit d'après l'épisode du scriptorium, Azzo rencontre une fille dans les cuisines de l'abbaye, cachant de la nourriture. Après le poids des morts, la peur du nom de Dolcino et le brouillard de la bibliothèque, Azzo découvre le corps. Sans le réaliser, il rompt son vœu de chasteté. Azzo ressent son corps comme jamais il ne l'avait ressenti auparavant. À son réveil, un nouveau corps était retrouvé. Mais cette fois-ci, un corps mort, celui du frère Béranger dans les bains, son doigt et sa langue tachés pareillement à Vénantius. Et le jour d'après, la délégation d'Avignon arrive à l'abbaye représentée par le cardinal de Poggetto, mais surtout par l'inquisiteur Bernard Guy. À ce moment du roman, l'abbé reproche à Guillaume son inefficacité. Il demande donc à Bernard Guy de reprendre Guillaume sur cette enquête. En tout point, il est opposé à Guillaume. Dès son arrivée, il va poster des archers pour surveiller l'abbaye et trouver le plus vite possible un coupable. Dans le livre, on nous explique que Bernard et Guillaume se connaissent et que leur rencontre passée est la raison pour laquelle Guillaume abandonne l'Inquisition. Guillaume et Atso restent sur la piste du livre. Ils doivent le retrouver avant qu'il n'y ait plus de morts. Avant d'aller plus loin, démêlons toutes les pistes et commençons à parler de la bibliothèque. Chronologiquement, Adelme se jette par la fenêtre. Les sous-entendus de l'abbé, de Séverin et de frère Benz, un autre moine de l'abbaye réputé pour sa curiosité, font comprendre à Guillaume que ce premier aurait eu une relation charnelle avec Béranger. Ensuite, Vénantius met la main sur un livre convoité par Adelme, et c'est donc en échange de ce livre que Adelme aurait accepté de s'offrir à l'aide-bibliothécaire Béranger. Puceau, moi? Sérieusement? Vénantius est retrouvé mort,
et le soir, on suit l'épisode du scriptorium où Guillaume trouve un livre sur la table de Vénantius avec les messages cryptés. Le livre et les lunettes de Guillaume sont volés dans le scriptorium, et enfin, on entre dans la bibliothèque malgré les interdits de l'abbé et de Malachi. Et comment dire, c'est un immense labyrinthe, dont chaque pièce est nommée et dont l'initiale leur sert de repère. Peu à peu, Guillaume comprend que le labyrinthe n'est pas construit au hasard. Chaque salle correspond à une zone géographique, l'Espagne, la Grèce, l'Afrique, l'Orient, et les livres y sont classés selon leur origine ou leur langue. La bibliothèque n'est finalement pas en bordel comme on pourrait le penser 300 pages durant, l'ordre est juste d'une complexité horrible. Donc, chaque salle est nommée par une lettre, l'ensemble de ces lettres forme 4 grandes sections, le Fons Adae, contenant de nombreuses bibles, l'Hibernia, regroupant les auteurs de la dernière Thulé, autrement dit des îles les plus au nord connues, le Léonès, regroupant les auteurs musulmans et du monde africain en général, ainsi que de nombreuses autres salles que vous pouvez retrouver avec leurs initiales sur le plan, et de l'organisation vous paraîtra évidente maintenant que nous avons vu les exemples précédents. A ce stade, Guillaume se rend compte d'une anomalie dans la construction, le Léonès est la seule section sans pièce centrale. Maintenant, on fait les choses un peu dans le désordre, mais je vous invite quand même à lire le livre pour vivre l'expérience. Maintenant, lors de l'épisode du scriptorium, Guillaume trouve sur la table de Vénantius un message codé écrit en alphabet zodiacal. Ce message, il est traduit par « Pose la main sur l'idole, sur le premier et le 7e des 4 ». Alors bon courage avec ça à présent. Hein. Guillaume suspecte donc Béranger d'être le voleur du scriptorium, mais Béranger est retrouvé mort le soir même, avec les mêmes taches sur les doigts que Vénantius. Par-dessus tout ce brouillard, l'Inquisition arrive pour débattre de la pauvreté du Christ. Ok, donc après ce petit récap, on reprend l'ordre chronologique. Dans les yeux d'Azzo, la gravité de la rencontre des deux délégations est largement minimisée, et devinez quoi, elle se passe super mal. Avignonnais et Francisca s'insurgent et s'insultent. Dans ce brouhaha, Séverin informe Guillaume qu'il a retrouvé le fameux livre, enfin, mais il meurt l'instant d'après, le crâne explosé. Et dans tout ça, intrigue dans l'intrigue, Bernard Guy l'inquisiteur, la veille, a mis la main sur Salvatore, celui qui parle pas, et sur la jeune fille en train de faire de la magie noire. Il les chope, les torture, et Salvatore, qui s'avère être un ex-dolcinien, balance un autre camarade ex-dolcinien, Remigio le Celerier. Bernard Guy lui fout des archers sur le dos, qui le suivent toute la journée, et il s'avère que Remigio est donc pris en flag par les archers de l'Inquisition dans l'infirmerie de Séverin, à côté du cadavre du pauvre vieux. Donc Bernard Guy arrive et règle l'affaire en 24 heures, il pousse le Celerier Remigio aux aveux devant tout le monde, il embarque Remigio, Salvatore et la jeune fille à Avignon, l'abbé souhaite congédier Guillaume et Azzo le lendemain, et c'est fini. Sauf que bien sûr que non, ce n'est pas fini. Guillaume est persuadé que le Celerier n'a tué personne à l'abbaye, et cela se vérifie le jour même. Malachi meurt, vraisemblablement empoisonné, avec la même tache sur les doigts et sur la langue que Vénantius et Béranger. Juste avant sa mort, Malachi nomme Benz aide-bibliothécaire. Ce dernier se montrait trop curieux au sujet du fameux livre, et Malachi, en le nommant, le force donc à prendre part au secret. Revenons à Séverin, un détail trouble Guillaume. Il est le seul à ne pas être mort empoisonné depuis son arrivée à l'abbaye, et il portait des gants avant de mourir. La pharmacie est mise sans dessus dessous par le Celerier Remigio qui cherchait des preuves pouvant le lier à Fra Dolcino, dans le but de les détruire avant que Salvatore, capturé la veille, ne parle à l'Inquisition. Parlons d'un sujet toujours pas abordé dans cette vidéo, la méthode d'enquête de Guillaume. Guillaume n'est pas un personnage de roman qui sait tout ou devine tout par on ne sait quel miracle, non, lui se trompe à plusieurs reprises et sa méthode consiste à émettre différentes hypothèses et ensuite à les dérouler. Comme dit plus tôt, Guillaume comprend que ce livre constitue tout le nœud de l'intrigue et il comprend en voyant Séverin porter des gants au moment de sa mort que toutes les taches sont en fait un poison présent sur ce livre qui est passé de main en main de Vénantius à Malachi. Donc, entre la mort de Séverin et Malachi, mais avant la nomination de Benz comme aide-bibliothécaire, suivez s'il vous plaît. Guillaume, Azzo et donc Benz fouillent la pharmacie et mettent la main sur un livre dont les premiers feuillets sont écrits en arabe. N'en voyant pas l'intérêt, Guillaume le met de côté et leur recherche est interrompue par le procès, ou quelque chose qui pourrait s'y apparenter, du Celerier Remigio. Là, on met pause sur l'enquête pour vivre l'une des meilleures scènes du roman où Remigio avoue son passé dolcinien et qu'il souhaiterait voir crever tous les imposteurs comme l'abbé ou l'inquisiteur qui profitent de l'église pour s'enrichir personnellement. C'est alors qu'une réflexion traverse notre bon vieux Guillaume, celle qu'un livre écrit uniquement en arabe n'a rien à faire à l'abbaye
et qu'il est sûrement écrit dans d'autres langues dans les feuillets suivants. Sauf que ça, Benz l'avait compris avant eux et a mis main basse sur le bouquin, et tout de suite après, Malachi le nomme aide-bibliothécaire, forçant ainsi le jeune moine à rentrer dans la confidence. C'est ainsi que Guillaume a eu dans ses mains la clé de l'enquête sans l'utiliser. Sauf qu'à la mort de Malachi, par élimination, tout devient très clair pour Guillaume. Il se rend dans la bibliothèque dans le Léonesse, dans une pièce où se trouve un miroir avec par-dessus une inscription. Nous fûmes promptement rendus dans la pièce au miroir, tout à fait préparés au jeu déformant qui nous attendait. Nous élevâmes nos lampes pour éclairer les versets qui bordaient le sommet du cadre. Super Tronos Viginti Quatuor. Désormais le secret était éclairci. Le mot Quatuor a 7 lettres, il fallait actionner le Q et le R. Dans la nuit du 6e au 7e jour, les deux hommes sont enfin rendus dans le Finis Africae mentionné par Venantius au tout début du roman. À l'intérieur s'y trouve Jorge de Burgos, le vieux moine aveugle avec qui Guillaume a débattu sur le rire, et c'est bien ce sujet qui constitue tout le fond du roman. C'est clair et net, c'est Jésus-Christ qui le dit, voilà. Jorge a en sa possession le deuxième livre des poétiques d'Aristote qui glorifie le rire. Jorge, jugeant le rire comme un outil de démystification du divin, a caché ce livre jusqu'à ce qu'Adelme en découvre l'existence. Jorge décide donc d'empoisonner les pages du livre afin que quiconque mette la main sur ses connaissances meure immédiatement après. Venantius, très proche d'Adelme, obtient donc ses connaissances et meurt en feuilletant le livre. Même chose pour Béranger qui prit de curiosité pour ce livre qui en contrepartie valait la vertu d'Adelme. Séverin met la main sur le livre et se fait exploser le crâne par Malachi, qui était donc dans la confidentialité avec Jorge, et lui à nouveau meurt car il ne savait pas que Jorge avait depuis empoisonné le livre. À la boulette. Chose qui, disons-le, arrange le vieux moine qui s'est lancé dans l'élimination de toutes les personnes ayant connaissance de l'existence de ce livre. Et c'est donc dans cette logique qu'au moment où Guillaume et Jorge se parlent, l'abbé lui-même est pris au piège dans l'édifice. Jorge, aveugle, laisse Guillaume feuilleter le livre et Guillaume, par excès de zèle, avoue à Jorge utiliser des gants et que donc il ne mourra pas comme les autres. Jorge, pris de colère, éteint la lampe des deux hommes, plongeant la pièce dans le noir et s'enfuit avec le livre, dont il se met à déchirer les pages pour les manger. Dans cette course-poursuite dans la bibliothèque, Adzo rallume la lampe, mais chute avec, laissant ainsi l'huile se répandre et embraser la bibliothèque. Bibliothèque qui brûlera 3 jours durant, emmenant avec elle l'abbé, le frère Jorge, le deuxième livre des poétiques d'Aristote et tous les autres livres présents. C'est ainsi que s'achève un roman de 600 pages qui est marquant à vie. La vidéo a été pour moi assez difficile à écrire car je voulais parler de l'enquête de façon assez claire, mais il y a tellement de sujets dans ce livre que je n'ai pas pu aborder en vidéo, c'est assez vertigineux. Donc, vous me voyez venir, lisez-le absolument. Je peux parier que tous ceux qui le liront le mettront très haut parmi les livres qui les auront marqués. Pour conclure, j'aimerais parler de 2-3 petits sujets que je n'ai pas réussi à incorporer dans la vidéo, mais qui je pense doivent être mentionnés. Prenez-le comme une partie anecdote un peu à l'appel. Donc tout d'abord, pour ceux qui ont lu Jorge Luis Borges, ces gens-là verront assez clairement la référence à la bibliothèque de Babel et au nom même du personnage de Jorge. Aujourd'hui, tout le monde connaît Umberto Eco. Le nom de la rose est un des romans les plus vendus au monde, mais en 1980, c'est son tout premier roman qu'il publie à 47 ans et qui peine à être édité à l'étranger car trop pointu. En effet, Eco laisse volontairement certaines phrases en latin dans le livre et par-dessus tout, Eco voulait un brouillard permanent car au final, comme vous le constatez, toutes les intrigues ne sont pas closes. Guillaume se fourvoie à plusieurs reprises malgré son intelligence réelle et supérieure à la moyenne, disons-le, et même son enquête est au final un échec. Adelme, Venantius, Béranger, Séverin, Malachi, l'abbé meurent dans le plan de Jorge. Rémidio, Salvatore et la jeune fille sont amenés à Avignon par l'Inquisition alors qu'ils sont absolument innocents. La bibliothèque tout entière finit brûlée, c'est un échec cuisant. Et deuxième lecture, le roman est un manuscrit, naturellement, d'Adzo de Melk, qu'il réécrit à la fin de sa vie. Et vous savez quoi ? Adzo a oublié certains détails, qui sont donc oubliés à tout jamais. Oh non! Cette enquête, bien que résolue à la fin, laisse finalement planer une infinité de doutes sur ce qui s'est réellement passé dans cette abbaye dans la première moitié du XIVe siècle.
J'insiste, dans cette vidéo, on s'est focalisé sur l'enquête pure, mais il y a autant de choses, voire plus, à dire en parallèle à celle-ci. Aujourd'hui, nous n'avons des poétiques d'Aristote que la partie sur la tragédie, mais tout laisse à penser qu'une partie sur la comédie a été écrite et a existé. Ce qui est fascinant, c'est que ce livre n'est peut-être pas une pure invention. Aristote lui-même annonce qu'il va parler de comédie, mais cette partie a disparu. Et certains textes plus tardifs, comme le Tractatus Coeslinianus, ressemblent étrangement à ce qu'aurait pu être ce traité perdu. Comme si quelque part dans l'histoire, ce livre avait existé avant de disparaître, possiblement dans l'incendie d'une bibliothèque. Enfin, le nom du roman, à quoi correspond-il ? Selon Eco, un bon titre doit désorienter, comme le reste du bouquin, me direz-vous. Il s'agit en fait d'une référence à un poème du XIIe siècle de Bernard de Morlaix, de l'abbaye de Cluny, qui nous dit « De la rose ancienne, il ne reste que le nom ». Référence donc à l'abbaye après son incendie dont il ne restera que des ruines, mais dont le nom entra à Zo jusqu'à sa mort, au point où il ne voudra pas la nommer dans le roman comme pour mettre fin à une malédiction. Et nous pouvons faire le parallèle évident avec la jeune fille dont Azo tombera amoureux et dont il fera de nombreuses allusions dans le roman. Jeune fille qu'il aimera jusqu'à la fin de sa vie, gardant pour toujours son visage en mémoire, mais sans jamais n'avoir su son nom.